Activez-le et vous serez en bonne santé. Voilà ce qu'on nous promet. C'est un capteur ultra sensible dans notre corps. Le nerf vague est un super nerf, dans le sens où il relie tous les organes importants au cerveau. Le nerf vague, c'est comme une ligne téléphonique qui permet au cerveau de communiquer des informations au corps et inversement de diffuser des informations du corps vers le cerveau. Il intervient dans le goût, la régulation du rythme cardiaque, la tension artérielle, le mouvement de l'œsophage, le tube digestif. Le nerf vague a la réputation d'être le couteau suisse du corps humain. Et la science est loin d'avoir mis au jour toutes ses capacités. Cela pourrait-il révolutionner la médecine? Le nerf vague a une importance centrale pour l'être humain car il permet l'adaptation au changement. C'est la clé qui nous permet d'affronter des obstacles au quotidien. Sans lui, on serait bien embêtés. La recherche médicale n'est pas la seule à fonder de grands espoirs en lui. Alors, le nerf vague, juste une mode ou la clé d'une bonne santé? Le nerf vague est surtout connu comme nerf anti-stress. Mais il sait faire beaucoup plus que cela puisqu'il régule toute une série de processus vitaux. Le nerf vague prend naissance dans le tronc cérébral, puis se divise en deux pour passer le long des cervicales jusqu'au thorax. Ces innombrables fibres nerveuses mènent aux poumons, au cœur et dans la plupart des organes digestifs. Il fait office de canal de communication entre ces organes et le cerveau. Si le nerf vague va bien et bien régulé, si le système nerveux autonome marche bien, on est en bonne santé et on vivra longtemps. L'activité du système nerveux autonome est directement liée à l'espérance de vie. Le système nerveux autonome? C'est quoi déjà? Mais une chose après l'autre. Le sport est bon pour la santé. Il a même un effet relaxant sur certaines personnes. Mais pourquoi? Et quel rapport avec le nerf vague? Léa Gérodol est passionnée de parapente. Un sport qui lui permet de décrocher de son quotidien de médecin au CHU de Clermont-Ferrand. Valentin Magnon va lui montrer comment le vol agit sur son nerf vague. Pour cela, il mesure sa fréquence cardiaque avant, pendant et après le vol. Est-ce que ça va, Léa, vis-à-vis de la ceinture? Est-ce que tu la sens bien? Est-ce qu'elle est bien collée? Oui, elle est là. Je l'ai mise au maximum près du cœur. Léa disait que c'était pas sûr qu'on puisse voler. Donc là, effectivement, on voit qu'elle est un petit peu stressée parce qu'elle est à 110 battements par minute environ. Les états de stress ou de détente sont régulés par le système nerveux autonome. Ils se subdivisent en deux branches, le système sympathique et le système parasympathique. Ils maintiennent notre équilibre interne et communiquent en permanence. En situation d'effort, le système nerveux sympathique provoque la libération d'hormones du stress. Le rythme cardiaque augmente, la respiration s'accélère, les muscles sont mieux irrigués et la digestion est ralentie. L'énergie est mobilisée uniquement là où elle est nécessaire. L'épisode de stress ou d'effort passé, le système parasympathique prend la relève pour que l'organisme récupère. Le nerf vague va alors jouer un rôle central. Il apaise le cœur et les poumons et relance la digestion. Le parapente est un bon exemple pour expliquer l'activité du système nerveux autonome, parce que c'est une activité qui est assez extrême, où il va y avoir une pression qui va s'exercer sur le système nerveux autonome. Avant le parapente, il y a une phase d'anticipation. Pendant le parapente, il va y avoir une phase de stress pendant l'activité. Et après le parapente, il va y avoir une phase de récupération suite à cette activité stressante. Je suis Valentin Magnon, psychologue clinicien. J'enseigne à l'université Clermont-Auvergne et je fais des recherches plus particulièrement sur la relation entre le cœur et l'activité cérébrale. Léa paraît tendue. Le vent est capricieux aujourd'hui. Il faut que j'y aille, sinon ça va tourner.
Pour moi, le parapente, c'est vraiment un échappatoire, une manière d'échapper à la vie quotidienne. C'est un loisir qui me fait vraiment penser à autre chose. Ça a vraiment une place importante dans ma vie. Qu'est-ce que ça a donné alors? Eh ben, on a eu un pic cardiaque un petit peu élevé. On est monté à 150 battements par minute. D'autant plus que j'ai eu peur que le vent tourne, donc je me suis empressée de décoller. Ah oui. Et après, pendant le saut, c'est redescendu et ça s'est stabilisé à peu près 90 battements par minute. Avant le décollage, le système nerveux autonome était plutôt dans une activation, donc c'était plutôt une prédominance sympathique. Donc l'équivalent avec la voiture, ce serait d'appuyer sur l'accélérateur pour activer le moteur. Et après le décollage, on est revenu finalement dans un système assez équilibré. Quand il fonctionne correctement, le nerf vague remet le corps en état de repos après un épisode de tension. Mais de plus en plus de personnes font état d'une agitation intérieure constante et d'un stress chronique. C'est lié à l'évolution de nos modes de travail, mais aussi au fait que nous enchaînons les activités sans transition. Même quand on est assis dans notre canapé, on continue à regarder notre portable. Quand on observe le système nerveux autonome des personnes en état de stress chronique, on constate que la branche sympathique est très active, tandis que la branche parasympathique est inhibée. Résultat, ces personnes n'arrivent plus à ralentir. Rendez-vous dans un service d'urgence hospitalière pour illustrer ce constat. C'est un lundi matin comme les autres au CHU de Clermont-Ferrand. Il y a plus de patients que de lits disponibles. Médecins et personnels soignants sont sous pression. Le plus stressant au travail, pour moi, c'est le flux de patients, c'est la quantité de gens qui attendent avec la sollicitation. On sent qu'on a une tension qui monte et puis on augmente le rythme en fait. On se rend compte qu'on augmente, on fait plusieurs choses en même temps. Mais après, bon, ça fait 35 ans que je fais ça, donc ça fait 35 ans que je suis tendue. Les soignants sont confrontés au quotidien à des cas graves et des urgences vitales. Moi, je vous tiens le bras, c'est pour vous éviter de trembler, là. Voilà, c'est super. Continuez comme ça. Oui, c'est des choses qui nous stressent parce qu'il faut qu'on y arrive pour les soulager. Mais voilà, on en a souvent, donc on s'habitue au stress ici. C'est tous les jours un petit peu comme ça, hein. Comment le corps réagit-il à ce stress permanent? Normalement, le système nerveux autonome, il est censé se réguler. Il y a constamment une balance entre le système sympathique et parasympathique. Le stress chronique va pouvoir modifier cette balance et le nerf vague va être quelque part désinhibé. Avec ça, va se produire tout un tas de conséquences sur la santé. Frédéric Dutheil, je suis professeur en médecine, plus particulièrement professeur en santé, travail, environnement. Du coup, je suis professeur au CHU de Clermont-Ferrand et à l'Université Clermont d'Auvergne. Les soignants observés par Frédéric Dutheil et Valentin Magnon effectuent plusieurs gardes de nuit par semaine et n'ont pas de planning régulier. Les médecins subissent un stress psychologique et physique. Ils manquent de sommeil et présentent des carences. Tout cela peut perturber l'équilibre entre les branches sympathiques et parasympathiques du système nerveux et donc le fonctionnement du nerf vague. À la base, le stress, c'est avant tout une réponse physiologique. C'est un peu comme un élastique finalement qu'on va étirer à certains moments et ça nous permet d'être assez flexible, d'être assez... Pardon, excusez-moi, je vous en prie. Bien sûr, si on tire trop sur l'élastique, il risque de casser. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire le stress chronique. L'objectif de notre étude, via des mesures objectives du stress, c'est de pouvoir connaître le meilleur rythme des gardes pour la santé des médecins et d'une façon générale pour toutes les personnes qui travaillent de nuit et qui travaillent en horaire alterné. Pour cela, on équipe les urgentistes d'un petit boîtier qui enregistre leur rythme cardiaque pendant 24 heures. Ils suivent tous un même planning, strictement encadré. Une garde de 24 heures ou de 14 heures, un jour de repos et un jour de travail administratif. À quelle vitesse le corps se remet-il d'une longue plage de travail? Quel est le taux d'activité du nerf vague? Mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque permet de répondre à ces questions.
La variabilité de la fréquence cardiaque reflète l'activité du nerf vague. Quand il est actif, les intervalles entre chaque battement de cœur varient plus fortement. On parle alors d'une variabilité élevée. Si le nerf vague est inhibé, le rythme cardiaque a plus de mal à s'adapter au changement et le corps à récupérer. Donc tu es équipé, tu vas garder ce holter pendant 24 heures. Donc, Une variabilité élevée de la fréquence cardiaque témoigne d'un nerf vague actif qui permet au cœur de s'adapter et contribue à la prévention de certaines maladies. Ce que nous savons, c'est qu'une variabilité réduite de la fréquence cardiaque va de pair avec un risque accru de pathologies chroniques, comme l'hypertension, le risque d'infarctus ou le surpoids. Je m'appelle Charmili Edwin Tanaraja. Je suis neurologue et psychiatre au CHU de Francfort. Je dirige un groupe de travail qui étudie comment les stimulations du corps arrivent au cerveau et influent sur notre santé psychique. Un nerf vague actif est donc une bonne prévention contre les maladies chroniques. Peut-il également les guérir? Depuis une trentaine d'années, il permet en tout cas de soigner certains cas d'épilepsie réfractaires aux traitements médicamenteux. La clinique Elsterdorf à Hambourg abrite l'un des plus grands centres d'épilepsie d'Allemagne. Près de 300 patients y sont traités à l'aide d'un appareil implanté qui agit sur le nerf vague. À quel moment la stimulation vagale devient-elle une option thérapeutique intéressante? D'abord, lorsque les médicaments ne suffisent pas à ramener les crises à un niveau acceptable. Et ensuite, quand on n'arrive pas à localiser la zone du cerveau qui provoque la maladie, et donc à la soigner. Je m'appelle Berthold Voges. Je suis chef de service depuis 26 ans au centre d'épilepsie d'Alsterdorf, où nous traitons des patients qui souffrent de malaise, de perte de connaissance et de crises d'épilepsie. Stefanie Lutz figure parmi ces patientes de longue date. Stefanie Lutz est en traitement chez nous depuis 2003. Depuis qu'elle est toute petite, elle souffre d'une déficience intellectuelle et physique. À cela s'ajoutent des crises d'épilepsie qui ont commencé à l'âge de 3 ans. Au début, ces crises étaient très fréquentes. Elle se figeait, ne réagissait plus, tombait et perdait connaissance pendant plusieurs secondes. Quelques minutes plus tard, elle revenait à elle, mais il lui fallait toujours un certain temps pour retrouver ses marques. En 30 ans, Stefanie Lutz a essayé une dizaine de médicaments différents, mais aucun n'allégeait ses crises. Et les nombreux changements de traitement provoquaient d'importants effets secondaires. Avant, j'étais tout le temps fatiguée. Je ne voulais rien faire. La maladie conditionnait notre quotidien. Elle avait une dizaine de crises par mois. Elle revenait du travail avec des maux de tête et ne voulait plus rien faire. Elle allait se coucher et quand elle se réveillait, la journée était finie. Ça lui gâchait la vie. Et puis, il y a 8 ans, Stefanie Lutz a été équipée d'un stimulateur vagal. La pause nécessite une intervention chirurgicale. Un générateur à pile est implanté sous la clavicule gauche. 2 électrodes sous-cutanées sont connectées au nerf vague, au niveau des cervicales. Elles envoient des impulsions électriques que le nerf transmet au cerveau. Grâce à la stimulation, le nerf vague sert de câble de transmission. L'impulsion atteint ainsi le tronc cérébral qui est relié à d'autres aires du cerveau. La neurostimulation accélère l'activité cérébrale et freine l'intensité, la fréquence et l'extension des manifestations épileptiformes. Pour Stefanie Lutz, l'opération a été bénéfique. Depuis que j'ai cet appareil, je vais beaucoup mieux et je refais beaucoup de sport. Le stimulateur a clairement amélioré sa qualité de vie. Le retour à la normale après une crise arrive beaucoup plus rapidement. Elle est fatiguée immédiatement après,
Mais si par exemple elle a une crise quand elle est en selle, ce qui est déjà arrivé, elle peut continuer à monter à cheval après. Vous allez tenir cet appareil au-dessus du stimulateur vagal. Bien. Maintenant, on peut voir comment se porte le générateur. Il est réglé sur 2 mA, c'est assez fort. La pile est à 50-75%. De ce côté-là, on est tranquille pour un bout de temps. Une fois par an, les médecins étudient le cerveau de Stefanie Lutz à la recherche d'éventuelles modifications. Bien que la stimulation vagale soit autorisée depuis de nombreuses années, seule une minorité de patients épileptiques en bénéficient. Il est peu probable que ce traitement supprime totalement les crises, mais on pense qu'il peut les réduire suffisamment pour améliorer la qualité de vie du patient et baisser son traitement médicamenteux. C'est un objectif réaliste. Le traitement nécessite toutefois un acte chirurgical invasif, avec un résultat incertain. Bertolt Fogus a constaté un recul net des crises chez environ 50% des patients. Des études sont en cours pour déterminer chez quels patients la stimulation vagale est efficace. Les bienfaits du nerf vague pour tout le monde. C'est la promesse d'un nombre croissant de stimulateurs proposés à la vente. Intéressant. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour se détendre, voire pour guérir d'une maladie. C'est très relaxant. C'est agréable, mais je ne peux pas vous dire si ça stimule le nerf vague. Utilisation facile, nous promettons. Comment sait-on qu'on stimule le bon endroit quand on met ces espèces d'écouteurs autour du cou? Là, ça va encore, c'est encore supportable, mais je peux l'augmenter de façon à ce que cela fasse très mal. En fait, on ressent comme un pincement. La plupart des appareils proposés sur le marché n'ont pas été testés dans des études cliniques. Ils relèvent du domaine du bien-être et donc pas besoin de passer des tests aussi drastiques. Évidemment, chacun est libre de vendre ce qu'il veut, mais c'est quand même très problématique de commercialiser un appareil sous le nom de stimulateur vagal s'il n'a pas été prouvé qu'il l'active effectivement. L'activation du nerf vague, c'est ce qui va nous permettre de mieux nous concentrer, de mieux gérer son stress, de mieux gérer ses émotions, de mieux prendre des décisions. Et à la fin, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vie plus équilibrée. Cet homme a une méthode bien à lui pour stimuler son nerf vague. Je m'appelle Sylvain Laborde et je travaille à l'Université allemande du sport de Cologne. Je suis spécialisé en psychologie du sport et mon domaine de recherche, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque chez les sportifs et le nerf vague. L'activité du nerf vague chez les sportifs va être extrêmement importante. On veut rendre notre nerf vague adaptif et pour cela, il ne faut pas rester dans son canapé. Pour entraîner son nerf vague, ça va aussi vouloir dire aller faire du sport, bouger. Sylvain Laborde a développé un modèle qui explique comment le nerf vague réagit à l'effort physique et comment l'entraîner de manière ciblée. Il compare l'activité du nerf vague à un récipient, vide ou plein, selon l'état physique. Un effort physique diminue l'activité du nerf vague. Le système nerveux sympathique prédomine. Après l'effort, durant la phase de récupération, le nerf vague redevient plus actif. Dans l'idéal, même plus qu'avant l'effort. Plus ce récipient se remplit et se vide rapidement, plus notre corps est capable de s'adapter au changement de rythme. Même si on va dire que le système autonome fonctionne de manière indépendante, grâce à certaines techniques comme la respiration lente contrôlée, on va pouvoir influencer l'activité de notre système nerveux autonome. La respiration profonde n'a pas seulement un effet apaisant sur les sportifs, elle aide de manière générale à réduire le stress. De retour en Auvergne, avec les explications de Valentin Magnon, Léa va tester les effets de la respiration abdominale lente et profonde avant son prochain décollage. Cette technique va-t-elle permettre de réduire son niveau de stress? Il y a 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Ok. L'idée, c'est de faire fonctionner le nerf vague le plus possible. Ouais, ok. Voilà. Je commence? Tu peux. Pour que l'exercice soit efficace, il faut que l'expiration dure plus longtemps que l'inspiration.
Chaque expiration va activer le système nerveux parasympathique et ainsi le nerf vague. Nous avons utilisé dans le cadre d'une étude cet exercice de respiration afin de permettre à des personnes de tout âge de mieux gérer l'anxiété qu'ils ressentaient. Les résultats montraient que plus le nerf vague était stimulé par la respiration, meilleure était la gestion de l'anxiété. Ce qui fait de la respiration finalement un moyen de venir solliciter le nerf vague en tant qu'allié contre le stress. Juste après l'exercice respiratoire, on constate que le rythme cardiaque de Léa s'est ralenti. C'est vrai que j'ai jamais fait encore cet exercice de respiration et jamais, je me rappelle pas avoir été dans un état aussi calme comme ça avant de décoller, donc ça va être intéressant. La sensation d'apaisement n'est pas que subjective. Le chercheur peut suivre en temps réel l'effet de la respiration sur l'activité du nerf vague. Ici, on a le tracé qui correspond à l'exercice de respiration que Léa a réalisé avant le saut en parachute. Et ce qu'on observe, c'est que durant ce tracé, l'activité du nerf vague, qui est ici représentée par une courbe bleue, augmente lors de la respiration abdominale lente et profonde. La stimulation du nerf vague peut donc aider à se détendre de manière ciblée avant une épreuve. Comment le nerf enclenche-t-il des processus dans notre corps? Je m'appelle Nils Krömer, je suis professeur de psychologie médicale au CHU de Bonn et je suis chercheur en neurosciences. La fonction principale du nerf vague est dans la transmission d'informations entre différents organes et le cerveau. Par exemple, lorsque nous avons faim, le signal est transmis au cerveau par le nerf vague. Le cerveau va alors nous rendre plus réceptifs à tout ce qui, dans notre environnement, est lié à la nourriture. Des images, évidemment, mais aussi des odeurs. Nous allons être beaucoup plus sensibles, par exemple, à l'odeur que nous associons au pain chaud. En gros, le nerf vague nous aide à orienter la réaction du cerveau, de manière à ce que nous sachions de quoi notre corps a besoin et de manière à réagir en fonction des stimuli de notre environnement. Lorsque le nerf vague est inhibé, il perd une partie de sa capacité à nous écouter et à reconnaître nos besoins. Notre système nerveux végétatif est alors déséquilibré. Le système sympathique domine, le système parasympathique et le nerf vague, eux, sont affaiblis. Cet état devient permanent lors de certaines maladies chroniques. Robert Fogelsang connaît bien cette sensation d'avoir des organes et un cerveau qui ne sont plus en phase. L'étudiant en médecine souffre de dépression depuis 5 ans. On se sent comme un passant qui observe un accident, mais qui ne peut pas intervenir. On est impuissant. On a l'impression de ne plus tenir le gouvernail. Sa souffrance psychique s'accompagne d'un manque d'appétit. Il oublie régulièrement de manger. Quand je n'arrive plus à me concentrer ou que j'ai des maux de tête aigus, après 10 ou 15 heures sans manger, j'engloutis tout ce qui me tombe sous la main. Un des symptômes fréquemment observés dans les dépressions, c'est la fringale, ce besoin irrépressible de consommer des aliments riches en glucides. Nous savons aussi que de nombreux patients souffrent d'un manque d'appétit. C'est intéressant parce que ça nous indique que la dépression ne se passe pas juste dans la tête. Le métabolisme y joue très probablement un rôle. Une approche thérapeutique pourrait consister à rééquilibrer le système nerveux par des stimulations extérieures, en passant par exemple par le nerf vague. Notre hypothèse consiste à dire qu'en influençant les signaux émis par le corps et la façon dont ils sont traités par le cerveau, on peut générer un effet sur la motivation et sur l'humeur. La stimulation vagale peut-elle renforcer la sensation de faim et la motivation? Nils Krömer mène une étude avec 80 participants pour répondre à cette question. So, wir bringen jetzt die Elektrode an Ihrem Ohr an und dann stellen wir die Stimulation so ein, dass Sie sie deutlich wahrnehmen können.
aber dass es nicht schmerzhaft ist. La stimulation transcutanée du nerf vagal ne peut se faire qu'à 2 endroits du corps, au niveau du cou et au niveau de l'oreille. Le rameau auriculaire du nerf vague passe directement sous la peau de l'oreille externe. L'électrode envoie des impulsions électriques de basse intensité qui sont transmises au cerveau. Une fois activé, le tronc cérébral inverse le signal pour l'envoyer, toujours à travers le nerf vague, vers les différents organes, comme par exemple l'estomac. Genau, dann geht es jetzt los mit der ersten Stimulation, die ich jetzt starte. Was ist dein Rating von 0 bis 10? 0. Es kommt noch mal eine Stimulation. Ja, das ist jetzt eine 6. Okay. Il est aujourd'hui prouvé que la stimulation électrique du nerf vague influe sur le cerveau. Mais la science ne sait pas encore comment en tirer le meilleur parti pour un traitement efficace des pathologies. L'étude menée par Niels Kromer relève de la recherche fondamentale. Le scanner permet aux chercheurs de suivre en temps réel l'état de la motivation de Robert Fockelzang avec et sans stimulation vagale. Les zones colorées correspondent aux aires du cerveau qui ont été activées par la stimulation vagale. Voici le tronc cérébral. C'est la porte d'entrée vers le cerveau pour toutes les fibres du nerf vague. Quand on active le nerf, on constate que l'activation s'étend le long des voies qui relient le tronc et d'autres aires du cerveau. Cette méthode est actuellement testée pour le traitement de toute une série de pathologies, comme la maladie de Crohn, la tension artérielle, la maladie de Parkinson ou le rhumatisme. Les études autour du nerf vague se sont multipliées récemment, mais de nombreuses questions restent en suspens. Ce qu'il nous reste à comprendre, c'est à quel moment la stimulation est la plus efficace. C'est absolument essentiel avant d'envisager le traitement de patients à grande échelle. Sans ces données, on risquerait de décevoir beaucoup de gens. Dans mon champ de compétences, les neurosciences et la psychiatrie, le nerf vague suscite beaucoup d'intérêt parce qu'on ne considère plus le cerveau comme une entité autonome. On sait qu'il interagit toujours avec le corps. Mais c'est surtout sur les réseaux sociaux et auprès du grand public que j'observe un engouement pour le nerf vague. So you make a stick to, and then push it on your belly button. Like feel like you're still stiff and you didn't really get much. Exercice intéressant, mais je ne vois pas en quoi il va activer le nerf vague. Humming is a very easy way to stimulate the vagus nerve. En tout cas, le fredonnement me détend. Ok, on prolonge l'expiration, jusque-là tout va bien. Et là, on va faire des rotations. On sait que les sports d'endurance et la respiration abdominale lente et profonde augmentent l'activité du système parasympathique parce qu'ils améliorent la variabilité de la fréquence cardiaque. Pour ce qui est des exercices que je viens de voir, j'ai des doutes. Employés de manière ciblée, le sport et les exercices respiratoires pourraient-ils même contribuer à guérir une maladie? Patricia Groveux s'est portée volontaire pour tester cette hypothèse. Elle est doctorante à l'Université allemande du sport et membre de l'équipe nationale de paddle tennis. Elle nourrissait de grands espoirs sportifs, mise à l'arrêt par une rupture des ligaments croisés. 3 opérations du genou en 1 an et une convalescence difficile ont laissé des traces. Je me suis rendu compte que j'étais tout le temps stressée, que mon système était comme bloqué en mode combat-fuite, c'est-à-dire toujours sous tension, en mode survie. Je sens en moi une agitation très intense. Pour retrouver la sérénité, Patricia commence un entraînement spécial nerf vague de 30 jours. Sylvain Laborde mesure son rythme cardiaque au repos et pendant l'effort. Et après cette intervention, nous allons refaire exactement ce même exercice de paddle avec la possibilité de voir à quel point son cœur peut encore mieux s'adapter et peut encore récupérer plus rapidement de cet exercice. Ja, ich schätze mal so 20 Bälle. Ja. Spielen wir und dann schaue ich, wie viel ich treffe. Ja, alles klar. Ja. Hi, Oli. Patricia n'est pas encore autorisée à plier son genou. L'opération est trop récente. Pendant 2 fois 1 minute, elle va donc renvoyer les balles en restant droite et statique.
À quelle vitesse sa fréquence cardiaque va-t-elle augmenter? Et surtout, combien de temps faudra-t-il au nerf vague pour aider son cœur à retrouver son rythme normal après l'exercice? Sehr gut. Ja, tat gut, einfach gegen den Ball zu hauen und einfach ein bisschen Paddle zu spielen. Ich habe es echt mega vermisst. Also deine Herzfrequenz war bei der Übung so wie 150, 155 und jetzt bist du auf 130 runtergekommen. Immerhin. Immerhin. Ce que j'ai pu observer, c'est par rapport à sa fréquence cardiaque, son pouls, elle a eu besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Et ça va m'intéresser de voir si après l'intervention de 30 jours, elle va récupérer plus vite de cet exercice. Cette blessure a bouleversé une grande partie de ma vie. Il a fallu que je réorganise mon quotidien. J'ai essayé de trouver de nouveaux centres d'intérêt, parce que j'avais besoin de choses auxquelles me raccrocher. Pendant 1 mois, Patricia va donc se focaliser sur l'entraînement de son nerf vague. Le protocole d'exercice a été conçu sur mesure. On va chercher à stimuler chaque jour à travers notamment ces activités de respiration lente contrôlée et d'autres activités comme l'exposition au froid, comme le réflexe d'immersion. Wir starten in 3, 2, 1 und los. Elle va devoir maintenir son avant-bras dans l'eau glacée pendant 1 minute. Donc on va provoquer un stress thermique et on va voir avec quelle rapidité son cœur se récupère de ce stress thermique qu'on va mesurer avec la variabilité de la fréquence cardiaque qui nous indique l'activité du nerf vague. Sehr gut. Mon objectif est de pouvoir rejouer sur un court de padel en toute confiance et sans avoir mal. Je compte participer au championnat d'Europe l'année prochaine. L'hypothèse de cet entraînement sur mesure, c'est que la stimulation vagale contribue à la guérison de son genou. Nous partons du fait que le nerf vague intervient dans la voie cholinergique anti-inflammatoire. Quand une inflammation se déclare dans le corps, le nerf vague est activé. Il perçoit l'inflammation et il crée une boucle qui va réduire l'inflammation. Ce qui me désole le plus, c'est que je ne peux pas être disponible pour mes enfants comme j'aimerais l'être. Je suis leur maman, je devrais m'occuper d'eux et être présente. Mais on en est arrivé à un point où ce sont surtout eux qui s'occupent de moi. Evelyn Schluter a 47 ans. Elle est mariée et a 2 enfants. Depuis une infection au Covid il y a 2 ans et demi, elle souffre d'un syndrome de fatigue chronique. Un symptôme typique de la fatigue chronique, c'est que les patients ont beau dormir, ils ne se sentent jamais reposés. Normalement, quand on est fatigué, on va se coucher et le lendemain, on est à nouveau d'attaque. Ce n'est pas le cas quand on souffre de cette maladie. J'ai des maux de tête et des vertiges. J'ai aussi du mal à me concentrer. Je n'arrive pas à suivre une conversation. Ma mémoire est diminuée et mon sens de l'orientation aussi. Même quand je vais en voiture chez mes parents, un trajet que je connais bien, il m'arrive de m'arrêter à un carrefour et de ne plus savoir où je dois aller. C'est terrible comme sensation. Evelyn Schluter participe à une étude du CHU de Bochum. Celle-ci consiste à stimuler le nerf vague de personnes souffrant de Covid long et d'observer si les syndromes de fatigue diminuent. Je m'appelle Mortimer Geert-Mullen et je suis professeur en techniques médicales innovantes à l'université de Bochum depuis 2023. J'exerce aussi comme neurochirurgien et je m'intéresse en parallèle à la stimulation vagale. J'ai conduit plusieurs études scientifiques autour de cette question, dont une en cours qui concerne donc la fatigue liée au Covid long. La particularité de la fatigue du Covid long, c'est que la maladie est très récente. On n'est pas encore en mesure d'en déterminer précisément les origines. On manque de données. C'est une situation très frustrante parce qu'aucun médecin ne peut me dire comment ça va évoluer, si ça va s'améliorer ou pas. À cause de sa maladie,
Evelyne Schluter ne travaille plus depuis 2 ans et demi et la famille doit vivre grâce au seul salaire de son mari, Kai. Dans le cadre de l'étude, Evelyne va stimuler son nerf vague 4 heures par jour à l'aide d'un appareil auriculaire. Les premiers résultats issus d'études similaires sont encourageants. On observe en effet une amélioration des symptômes. Les chercheurs partent du principe qu'une des raisons de la fatigue chronique est une réponse inflammatoire du corps. Le nerf vague va détecter l'inflammation et en informer le cerveau. Celui-ci renvoie à son tour des signaux pour indiquer au corps comment réagir. Des signaux que le nerf vague achemine jusqu'à la rate, qui produit des défenses immunitaires. Il va l'inciter à diminuer sa production de protéines pro-inflammatoires, ce qui mène à la baisse du taux d'inflammation et ainsi à une diminution de la fatigue. En tout, 45 patients participent à l'étude menée par le CHU de Borum. Une partie d'entre eux reçoit des stimulations factices. Le stimulateur vagal implanté dans le corps de Stefanie Lutz a changé sa vie. Elle vit seule, a une activité professionnelle et fait du sport plusieurs fois par semaine. Stefanie participe aux Jeux olympiques spéciaux qui s'adressent aux personnes souffrant d'un handicap mental. J'aimerais bien essayer l'escalade. J'ai regardé des épreuves aux Jeux d'hiver. Zieh einfach mal hoch, bis über die Hüfte. Genau, ich halte den fest. Feste ziehen. Ja, perfekt, super. Genau, du machst einmal vor. Und jetzt drück dich einfach mal hoch. Einfach hochziehen. Ja, sehr gut. J'espère vraiment que le monde médical va prendre conscience du potentiel de la stimulation vagale et poursuivre les recherches. Je suis convaincu que les thérapies de stimulation pourraient améliorer la qualité de vie des patients dans beaucoup de domaines. Stell dir, als wenn du nie was anderes gemacht hättest. Guck. Und lauf runter. Langsam runterlaufen. C'était quelque chose. Mais quand j'ai envie d'essayer un nouveau sport, je me lance et j'y arrive. Une activité aussi intense aurait été difficilement envisageable sans stimulateur vagal. Pour me détendre, je fais simplement un exercice de respiration diaphragmatique. Le diaphragme est notre principal muscle respiratoire. Je pose mes mains, j'inspire et j'expire sans forcer le rythme et ça me détend. Je m'appelle Anja Schäfer et je suis musicothérapeute clinicienne. Anja Schäfer a travaillé pendant 20 ans en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, elle propose des séances de musicothérapie dans son cabinet à Graz, en Autriche. Elle y reçoit des personnes souffrant de douleurs chroniques et de dépression. Durant ces séances, la musicothérapeute utilise un instrument particulier, le monocorde. Dans ma longue pratique hospitalière, j'ai constaté que le monocorde était l'instrument le plus efficace en musicothérapie. Il génère beaucoup d'harmoniques. Elle provoque des vibrations profondes dans le corps, dont l'effet est très relaxant. Anja Schäfer a voulu étudier scientifiquement si cet effet relaxant était mesurable chez les personnes déprimées. J'ai conçu un essai randomisé contrôlé avec 40 patientes. En tout, il y a eu 160 mesures, avec un groupe de musicothérapie et un groupe de contrôle. Chaque patiente a fait l'objet de 4 mesures pendant son séjour à l'hôpital. Anja Schäfer a pu montrer que la variabilité de la fréquence cardiaque augmentait pendant l'heure de musicothérapie, ce qui indique une activité accrue du nerf vague. L'activation du nerf vague permet au corps de se détendre et donc de mieux s'adapter. Après 6 semaines, les patientes du groupe qui suivaient la musicothérapie présentent une amélioration nette de leurs symptômes par rapport à celle du groupe de contrôle.
Les patientes dormaient mieux, même après être sorties de l'hôpital. La musicothérapie avait également augmenté leur vitalité, ce qui est évidemment très important chez des personnes dépressives. En médecine, le test de référence pour étudier des influences causales, c'est l'essai randomisé contrôlé. Si toutes les conditions étaient remplies pour comparer les données du groupe de contrôle à celles du groupe qui a reçu l'intervention, on peut poser que la musicothérapie influe sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais on ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'un traitement spécifique du nerf vague. On améliore simplement l'équilibre du système nerveux autonome, générateur de repos et de détente. Il faudrait répéter ces essais pour voir si on obtient les mêmes résultats. Anja Schäfer a sa méthode pour stimuler le nerf vague. Une fois par semaine, elle chante dans une chorale amateur. Je fais partie de cette chorale depuis 1 an seulement, mais je chantais déjà dans des chorales et des groupes de musique. Ce qui me plaît, c'est le chant collectif. C'est d'entendre ces différentes voix qui forment un son commun. Wir starten gleich durch. Ein Durchlauf bis zum Ende. Une étude de l'université suédoise de Göteborg a montré que la respiration coordonnée et prolongée faisait battre les cœurs des choristes au même rythme. C'est justement la longue expiration qui accompagne le chant qui activerait le nerf vague, avec un effet équivalent à celui de la respiration des exercices de yoga. Et l'anatomie pourrait peut-être aussi jouer un rôle. Le chant fait vibrer le larynx, ce qui stimule le nerf vague. En même temps, ça libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. C'est primordial pour la cohésion sociale. Anja Schäfer approfondit ses recherches dans ce sens et se demande si l'improvisation musicale collective produit les mêmes effets que le chant choral. Les rythmes cardiaques se calent-ils les uns sur les autres? Et cela peut-il être observé au niveau de l'activité du nerf vague? L'expérience est menée avec des étudiantes en musicothérapie de l'université de Graz. Le nerf vague intervient très certainement aussi dans notre comportement social. Il existe aujourd'hui toute une série d'études qui indiquent que des situations d'interaction sociale vont avec certaines formes de synchronisation. La musique est une impulsion parlante. On peut bien observer la synchronisation des fréquences cardiaques. Et le synchronisme des signaux corporels contribue probablement à ce que la communication interrelationnelle soit efficace. Certes, chanter ou faire de la musique ensemble n'est pas à proprement parler une stimulation vagale. Mais lorsque nous nous reposons ou nous consacrons à des activités qui nous détendent, nous favorisons le bon équilibre du système nerveux végétatif et ainsi l'activité du nerf vague. « 8h30 du matin à Clermont-Ferrand. Changement d'équipe aux urgences du CHU, après 14 heures de garde. Et là, donc, IMV par de l'Xanax 12,5 mg, elle est au-dessous de la dose toxique. 48 ans, douleur thoracique atypique, ECG sans anomalie. Pour les participants de l'étude, la journée de travail est terminée. Demain sera un jour de repos. Et le lendemain sera consacré à des tâches purement administratives. Cette organisation claire permet de créer des conditions de contrôle objectivables. Les chercheurs savent évidemment que la réalité est tout autre. En cas de pénurie de personnel, il n'est pas rare que les urgentistes enchaînent 5 gardes d'affilée, sans pause. Les données de l'étude révèlent qu'après une garde de 24 heures, la capacité d'adaptation des médecins est au plus bas et la variabilité de la fréquence cardiaque particulièrement mauvaise. Par contre, au 3e jour après la garde, on a un rebond de variabilité sinusale qui est absolument majeur. On a des taux d'activité du nerf vague qui sont extrêmement élevés. On observe exactement la même réaction que chez les sportifs de haut niveau. Quand on fait un entraînement, il y a très peu de variabilité sinusale pendant l'entraînement, et après, il y a un rebond de variabilité sinusale, c'est la récupération. Ainsi, le fait de travailler aux urgences
semble avoir le même effet sur le nerf vague que le sport de haut niveau. Il l'entraîne. L'important est de disposer d'un temps de repos suffisamment long pour que le récipient puisse se remplir à nouveau. Nous, notre objectif, c'est de montrer à quel point les pauses sont essentielles, à quel point le fait de se reposer, de laisser notre système récupérer, la récupération, permet alors à notre système de mieux fonctionner pour mieux affronter les obstacles du quotidien. Pour aider à la récupération, les experts conseillent de pratiquer une respiration abdominale lente et profonde, un quart d'heure par jour. Patricia Grove a terminé ses 30 jours d'entraînement du nerf vague. J'ai la sensation d'être beaucoup plus apaisée intérieurement, d'avoir pu recréer des liens avec mon corps. J'espère que cette impression se confirmera. Pour vérifier si sa résilience au stress a réellement augmenté, Sylvain Laborde lui fait faire le même exercice qu'il y a un mois. Patricia peut à nouveau solliciter son genou, mais le dispositif doit être exactement le même pour que le chercheur puisse comparer les données. Stark, also das ist jetzt viel höher geworden als letztes Mal. Es bedeutet, du könntest viel mehr Muskeln mobilisieren. Und dann die Kurve, aber die kommt direkt nach unten. Du kannst dich auch super gut danach erholen. Les exercices de respiration pourraient aussi avoir fait du bien au genou de Patricia. Une corrélation semble exister entre une variabilité élevée de la fréquence cardiaque et le processus de guérison. Le nerf vague va jouer un rôle énorme dans la récupération, dans la guérison de la blessure. C'est-à-dire que quand on est blessé, on va avoir des processus d'inflammation dans le corps. Et ça, le nerf vague, il va le savoir automatiquement et il va contribuer à, un peu comme un pompier, à éteindre l'inflammation. Ça mérite d'être creusé. L'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque et donc du système nerveux parasympathique permet au corps de mieux s'adapter aux sources de stress et peut donc protéger des blessures sportives. Sylvain Laborde a calculé si le cœur de Patricia s'adaptait plus rapidement aux situations de repos et de stress. Hier RMSSD. Das ist einfach deine Vagusnervaktivität am Herz. Hier zum Beispiel vor 30 Tagen 17. Heute Ruhemessung 24. Hier können wir sogar deine Atemfrequenz erkennen. Vor 30 Tagen warst du bei 12, jetzt aber, du liegst bei 5. Wow. Pendant l'échange sur le cours de padel, son nerf vague manifestait également une activité plus importante. Si Patricia arrive à intégrer les exercices à son quotidien, son rêve de participer au prochain championnat d'Europe pourrait bien se réaliser. De retour auprès d'Evelyn Schluter, même si elle constate que son état s'améliore, la préparation du déjeuner est une épreuve quotidienne. Je veux que les journées des enfants soient structurées, ça les sécurise. Et donc je tiens absolument à leur servir une fois par jour un repas chaud. Ce n'est pas grand-chose, mais ça apaise au moins un peu mon esprit. Hey Schnupsis. Na? Hi, und wie war der Tag? Gut. Ja? Habt ihr Hunger? J'utilise l'appareil depuis 2 semaines environ, 4 heures par jour. Assez rapidement, j'ai eu l'impression d'être relativement en forme, alors que je n'avais pas forcément dormi longtemps. L'étude prend fin 2 semaines plus tard. Evelyn Schluter vient rendre les stimulateurs auriculaires prêtés par l'hôpital. Hallo, Frau Bühler. Hallo. Hallo, ja, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie ganz Platz. Und, wie ist gelaufen? Ich bin eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen, doch. Ja, sehr schön. Also was für einen Effekt haben Sie gemerkt? Oder können Sie dazu irgendwas sagen? Ich fühlte mich fit. Ja? Fühlte mich ja wacher und erholter tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, dass die Erholungsphasen haben sich verkürzt. Okay. Ja, das trifft sich gut. Sie waren nämlich in der Währung-Gruppe, also in der richtigen. Okay, schön. Ja, genau. Aber Sie haben die Fragebögen ja schon ausgefüllt. Die werden natürlich erst zusammen ausgewertet mit den anderen Fragebögen zusammen am Ende der Studie. Il n'existe pour l'instant aucun marqueur sanguin ou tissulaire du syndrome de fatigue. Pour évaluer les résultats de l'étude,
Les chercheurs utilisent donc des questionnaires standardisés et validés à l'échelle internationale. Nous comparons surtout les paramètres objectifs, c'est-à-dire les réponses au questionnaire avant et après la stimulation. D'après ce que j'ai pu voir rapidement, il semble bien y avoir une différence entre ce qu'on appelle le groupe Verum, c'est-à-dire celui qui a eu une intervention, et le groupe placebo. Les patients semblent être plus résistants à la fatigue lorsqu'ils ont reçu une stimulation vagale. Ce serait super si cette étude pouvait être concluante et aider d'autres patients. En ce qui me concerne, j'aimerais que mon état s'améliore rapidement. Remonter petit à petit la pente et pouvoir refaire avec ma famille toutes les choses qu'on faisait avant. Les activités et les sorties. Ce serait super. Le nerf vague est loin de nous avoir livré tous ses secrets. La recherche s'applique à les dévoiler. Le nerf vague est un capteur de ce qui se passe dans le corps. Le fait de pouvoir sentir ce dont notre corps a besoin est évidemment essentiel à notre santé. Il existe donc une voie dans le corps qui préserve notre équilibre interne. En ce moment, le nerf vague, c'est le mouton à 5 pattes qui est censé régler tous les problèmes. L'exploration scientifique du nerf vague est encore balbutiante, c'est évident. Nous commençons tout juste à comprendre les mécanismes dans lesquels il est impliqué et comment nous pouvons les influencer. Pour quelle maladie, pour quel patient le nerf vague peut-il être utile? Ce sont les questions auxquelles il faudra répondre. Le nerf vague est actuellement très en vogue, et finalement à juste titre, parce qu'il y a des résultats intéressants dans la littérature. Pour autant, il faut toujours garder à l'esprit qu'un modèle scientifique, c'est avant tout une approximation erronée de la réalité. Celebrate.